En quelques 10 années, l'Afrique du Sud est passée de l'exclusion économique et politique du temps de l'apartheid à une situation de quasi-leadership en Afrique. Alors, dans un premier volet sur ce pays, nous avons parlé de l'histoire de cette nation, dans un deuxième de la transition post-apartheid et des inerties qui existent. Eh bien aujourd'hui, troisième volet, nous allons voir quel est le rôle de l'Afrique du Sud sur le continent africain et sur l'échiquier mondial. L'Afrique du Sud est un pays de 1 200 000 km². Elle est la première puissance économique et financière du continent, grâce à son agriculture qui est diversifiée, exportatrice, grâce à ses ressources minières, l'or, platine, chrome, manganèse, diamant, charbon, son tissu industriel et un secteur des services extrêmement dynamique. Alors à l'échelle mondiale, son revenu national brut correspond à peu près à un pays comme le Portugal, mais à l'échelle africaine, son PIB représente 25% des richesses produites sur le continent. Elle concentre à elle seule 40% de la production industrielle, 50% du parc automobile de tout le continent, 40% de toutes les routes. Et à elle seule, l'économie du Gauteng, dans la province de Johannesburg, dépasse celle de tout autre pays africain. Alors comment ce géant économique s'intègre-t-il en Afrique? L'Afrique du Sud a 6 voisins, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland et le Lesotho qui sont enclavés dans son territoire. Ces deux États enclavés sont le produit des rivalités anglo-boers du XIXe siècle. Les Britanniques avaient transformé ces deux petites monarchies africaines en protectorats pour contrer l'expansionnisme boer. Ils deviennent indépendants à la fin des années 1960, mais ils restent aujourd'hui tributaires de l'Afrique du Sud. Elle leur fournit plus de 80% de leurs importations et eux fournissent de la main-d'œuvre. Leurs monnaies sont d'ailleurs indexées sur le rand sud-africain, tout comme les monnaies de Namibie et du Botswana. Ces pays sont de fait très intégrés à l'économie sud-africaine. Maintenant, la Namibie. Elle a longtemps été comme une 5e province de l'Afrique du Sud, avant de devenir indépendante en 1990. L'économie namibienne reste en grande partie contrôlée par des capitaux sud-africains, en particulier les mines de diamants et d'uranium. Alors le pays étant quasi désertique, l'agriculture y est peu développée, l'essentiel des produits alimentaires vient donc d'Afrique du Sud, comme d'ailleurs presque l'ensemble des produits manufacturés. Même scénario au Botswana. Le pays est le premier producteur de diamants au monde. Il reste très dépendant de l'Afrique du Sud, qui contrôle une grande partie de son économie et lui fournit là aussi 82% de ses importations. Plus au nord, avec le Zimbabwe et le Mozambique, les relations sont avant tout commerciales et plus récentes. Elles s'inscrivent surtout dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe, c'est-à-dire le SADC, d'un organe régional d'intégration économique qui a été formé à la fin de l'apartheid. Et cette communauté compte aujourd'hui 15 États et elle a pour objectif l'intégration économique, mais aussi la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la gestion des ressources en eau. Alors pour l'Afrique du Sud, cette intégration lui permet évidemment d'augmenter ses exportations de biens manufacturés, surtout les produits alimentaires, mais ce n'est pas toujours très bien vu par les autres membres de la SADC qui lui reprochent justement de ne pas venir s'approvisionner chez eux. Et pourtant, ces pays peuvent profiter des infrastructures de transport sud-africaines pour leurs exportations. Car ce réseau, en fait, est une clé pour la région, il est performant, et surtout, il permet le désenclavement des pays voisins. La carte le montre bien, on le voit, le réseau ferroviaire et routier d'Afrique australe converge vers les 6 ports sud-africains. Saldanha Bay, le Cap, Port Elizabeth, East London, Durban et Richards Bay, qui est doté du plus gros terminal charbonnier au monde. Le trafic total de ces 6 ports équivaut à celui de Singapour, qui est le premier port au monde. Transite par l'Afrique du Sud, 85% du commerce extérieur du Zimbabwe et du Botswana, la moitié des minerais exportés par la RDC, la République démocratique du Congo, et même l'Angola et le Mozambique, qui disposent pourtant chacun d'une façade maritime,
préfèrent utiliser ce réseau. Et de plus, l'Afrique du Sud vient d'aménager, avec le Mozambique, la route et la voie ferrée entre Johannesburg et Maputo, ainsi que la modernisation du port de cette ville côtière, afin de réduire l'engorgement de Durban. Mais pourquoi un tel investissement ? Il faut changer d'échelle pour comprendre. On voit que l'Afrique du Sud est située sur une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, reliant l'Asie-Pacifique à l'Europe et l'Amérique. Donc cette position géographique, plus le dynamisme économique, font de l'Afrique du Sud une tête de pont commerciale vers l'ensemble de l'Afrique australe. Il y a donc les infrastructures que nous venons de voir. L'Afrique du Sud est aussi le principal investisseur sur le continent africain. Les sociétés sud-africaines investissent dans le secteur minier au Ghana, au Mali, au Burkina Faso, dans les réseaux de téléphonie mobile au Nigeria, le secteur bancaire dans les pays d'Afrique australe et dans les compagnies aériennes en Afrique de l'Ouest. Bien, mais il y a aussi la diplomatie traditionnelle. En fait, dès la fin de l'apartheid, Mandela a beaucoup travaillé à la réintégration de l'Afrique du Sud au sein de la communauté internationale et il développe alors l'idée d'une renaissance africaine, comme aujourd'hui son successeur Thabo Mbeki. D'abord, l'Afrique du Sud est l'un des parrains, avec le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie, du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui a été lancé par les Africains en 2001. Ensuite, elle a initié, en juillet 2002, l'Union africaine, pour remplacer l'Organisation de l'Unité africaine, avec pour objectif la création des États-Unis d'Afrique, un petit peu à l'image de l'Union européenne. Mais c'est surtout l'idée de la réconciliation nationale que Mandela érige en modèle. L'Afrique du Sud joue un rôle de médiation en 1998 au Lesotho, entre 2000 et 2002 en Sierra Leone, au Libéria, en Éthiopie-Érythrée, au Soudan, aux Comores, au Burundi. Début 2002, c'est sous l'égide de l'Afrique du Sud que s'est tenu à Sun City le dialogue intercongolais, qui aboutit à la signature d'un accord entre les forces politiques congolaises. Puis, le 30 juillet 2002, l'intervention du président sud-africain Thabo Mbeki permet un accord de retrait des troupes rwandaises de RDC et le démantèlement des milices Hutus opposées à Kigali. En 2005 encore, Mbeki a tenté une médiation entre le gouvernement ivoirien et les rebelles, et il obtient d'ailleurs un accord qui finalement n'est pas respecté par les parties. Et la plupart de ces interventions ont été accompagnées évidemment d'interventions militaires, l'armée sud-africaine étant la mieux équipée et formée du continent. Alors à cette échelle-là, on le déduit, l'Afrique du Sud est une grande puissance. Son intervention dans les problèmes de ses voisins suscite parfois leur hostilité ou celle d'autres pays influents, comme le Nigeria, le Kenya, la Libye, qui reprochent à Pretoria son arrogance ou sa maladresse, notamment pour le soutien qu'elle accorde à Mugabe au Zimbabwe, ce qui est évidemment très critiqué et critiquable. Mais Pretoria a plusieurs objectifs qu'on peut résumer ainsi. L'Afrique du Sud joue un rôle dans le repositionnement du continent africain sur la scène mondiale qu'elle veut replacer sur l'agenda politique international. D'ailleurs, il faut savoir que le mondial de football, par exemple, sera organisé pour la première fois sur le continent africain et ce sera en Afrique du Sud en 2010. Elle espère obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité pour y représenter l'Afrique. Mais là, elle est en concurrence avec le Nigeria et l'Égypte. Elle cherche aussi à rééquilibrer l'ordre international en faveur des pays du Sud, par l'adoption de stratégies communes avec l'Inde et le Brésil, notamment au sein de l'OMC. Alors on le constate, l'Afrique du Sud espère devenir le médiateur, l'acteur politique, voire militaire, du continent. Et pour chercher à être un petit peu provocant, puisqu'on est en France, on peut même se demander si elle ne cherche pas, à terme, à succéder à la France comme gendarme de l'Afrique.